Bonjour à tous, salut à tous. Alors, comme d'habitude, je vais vous poser quelques petites questions sur le sondage pendant que tout le monde arrive. Alors là, on est 100 personnes. On a Amélie avec nous. Voilà, on est super content de vous accueillir. On va enlever nos petites notifications. Voilà, tout va bien. Alors, je vois que ça démarre fort. Salut à tous. Yes, c'est toujours frustrant de ne pas vous voir. Mais bientôt. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai un peu déconfiné parce que on attend beaucoup de... Je vais pas, je vais être sûre d'avoir une bonne connexion. Donc voilà, je suis à Beaubourg. Alors, j'ai une autorisation, bien sûr, de la directrice. Alors, donc je vais lancer un petit sondage. Enfin, je crois que je les ai tous lancés, remarquez. Alors, le premier, c'est... vous avez déjà commencé à répondre, c'est bien. Alors, comment vous allez, évidemment, parce que là, on est dans la dernière semaine de confinement. Et du coup, je pense que vous devez être content de bientôt déconfiner ou au contraire, vous n'en pouvez plus. Donc nous, écoutez, nous, on a un petit peu marre aussi, mais voilà, on sait qu'on on va rouvrir, on va retrouver certaines personnes, au compte-gouttes, bien sûr. Voilà, et après, donc, on a déjà fait donc un webinaire au tout début, donc début avril, ou fin, je sais plus d'ailleurs, fin mars, je sais plus. Le temps passe, c'est au début du confinement en tout cas. Et donc, du coup, on voulait savoir si vous aviez participé déjà au premier événement. Donc, voilà, donc il y a 30 personnes qui n'ont pas encore... 30%, oui, 30 personnes qui n'ont pas participé, 8 oui. Voilà. Mélie, si tu veux, tu peux désactiver tes notifs. J'ai oublié de te le dire. À côté de Action, tu as une petite cloche. Ah oui, oui, ouais. Voilà, du coup, ça va nous embêter. Voilà, ok. Alors, toujours la même question aussi. J'aime bien savoir où est-ce que vous êtes. Enfin, on est toujours super content de savoir dans quelle partie du monde ou de France vous êtes. Donc, toujours beaucoup de France. L'Ouest en force, c'est cool. Un peu du Nord, de l'Est, ouais, c'est bien. Tu vois, du Sud. Et toujours un peu hors de France. Alors, là, on n'a pas spécifié. J'imagine qu'il y a les petits Canadiens ou des Suisses ou des Belges. Je sais pas, je sais pas. Mettez où vous êtes dans le chat, s'il vous plaît. Voilà pour les petites questions. Il y Tu a dis? Montréal aussi. Des gens. Eh ouais, comme d'hab. On a des petits amis. Là, je n'ai pas encore accès au chat. Je regarde les sondages. Alors ensuite, et donc comme d'hab aussi, on aime bien savoir en fait ce que vous faites. Donc votre spécialité. Voilà, donc il y a plutôt... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, excusez-moi. Voilà, notre spécialité, donc plutôt dans l'UX, la gestion de projet, le design graphique, plutôt dev, tech, facilitation. Alors consultant, c'est un mot valise, mais vous reconnaîtrez. Administration, donc entrepreneur. On a même gardé la catégorie designer d'intérêt général parce qu'on sait que vous êtes là. C'est que vous êtes là. Voilà, étudiant, bien sûr. Ok, donc beaucoup de UX, donc c'est cool. Donc on va parler effectivement de notre rôle. Ok, superbe. Alors ensuite, la question qui est un peu liée à la première. Donc, est-ce que vous êtes familier avec le sujet du design systémique? Donc là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le dire, personne ne vous voit. Si vous ne connaissez pas le sujet, vous pouvez le dire, ce qui ne serait pas possible en présentiel. Donc c'est bien. Ok, vous ne savez pas trop, et ben c'est cool. Donc vous êtes bien tombé, parce on va vous expliquer tout ça. Donc effectivement, on a fait un premier événement, donc il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas vu le webinaire, le premier ou quoi, donc tout va bien. C'était
effectivement l'idée que c'est un sujet quand même un petit peu complexe. Donc, là, on a un peu rétro-pédalé pour se dire, voilà, on va expliquer de quoi on parle, de ce qu'on entend par là. Et après, voilà, on va développer des petits ateliers pour que vous puissiez manipuler des outils et puis qu'on puisse continuer la conversation parce que c'est un sujet assez important et que certaines agences ont en main depuis une dizaine d'années, ouais, voilà. Mais ça reste très récent. Donc du coup, pour nous en tant que UX, voilà, il faut commencer à s'acculturer au sujet peu à peu. Voilà, je crois que c'est tout pour mes petites questions. Et là, on a 149 personnes, donc je pense on peut commencer. Tous les inscrits ne sont pas là, on a la moitié, mais je pense qu'on peut commencer. D'accord. Alors, comme d'habitude, alors juste une chose, pour expliquer les personnes, pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, comme d'hab, donc en fait, vous avez le chat, vous pouvez etc. Donc, c'est le lieu de l'amusement. Vous pouvez réagir à tout ça. Il y a aussi un onglet questions qui est assez utile parce qu'en fait, chacun peut voter pour les questions qui les intéressent. Donc, ça nous permet, s'il y a beaucoup de questions, ça nous permet d'en extraire certaines les plus attendues, en tout cas, parce qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Là, l'idée, c'est qu'on fasse on ne pourra pas vraiment, enfin, on pourra. La conférence là n'est pas construite de manière à poser des questions régulièrement, mais s'il y a vraiment des blocages, enfin des questions où on voit que ça pose problème, évidemment, je serai là pour les retenir et les capter en vol pour pouvoir les poser à Amélie. Ok. Ok. Bon, ça va, la lumière jaune, ça vous gêne pas trop parce que moi, ça me gêne vachement. C'est une ambiance. Ouais, c'est chaleureux, tu vois. Ok. Bon, voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'introduction. Je crois que il y a le feu déjà. Il y a le feu déjà sur le chat, il faut que je suive. Bon, voilà. Donc, je pense qu'on est, on est bon. Voilà. Donc, tu peux y aller. Je vais arrêter de partager mon écran. Donc, je lance partager. Hop. Écran. Vous êtes prêts, tout le monde? Vous êtes prêts? Alors. Yes. Est-ce que déjà c'est bien? Est-ce que tout le monde voit? Est-ce que c'est bon le partage? Non. Non, je te vois toi, mais je me vois moi aussi. Ah. Ça fait bizarre. Et si, ça y est, c'est bon, ça marche. Alors, hop. Alors, bien, donc bonjour à tous et à toutes. Donc, très contente que vous soyez parmi nous pour explorer le sujet du design systémique. Alors aujourd'hui, en effet, on avait déjà proposé un webinaire avec Pauline, donc il y a quelques semaines sur le design systémique, où voilà, j'avais pas forcément détaillé les fondamentaux de cette pratique. Et dans les questions, il y avait beaucoup d'interrogations. Donc voilà, on propose ce deuxième format pour aller un peu plus en profondeur. Mais évidemment, en une heure, il faut se dire que c'est une pratique qui est quand même assez riche. Et donc, en une heure, on va vraiment faire une introduction aux fondamentaux. Mais c'est vraiment quelque chose aussi que si ça vous intéresse, qu'il faut creuser aussi personnellement par la lecture, etc., pour pouvoir appréhender cette pratique. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, qui n'étaient pas présents au premier webinaire, donc je suis Mélie, donc je suis designer et coprésidente de l'association Designer Éthique, donc qui est une structure de recherche-action en design et responsabilité. Donc, je m'intéresse à titre personnel à tout ce qui concerne des pratiques et méthodologies de design, on va dire plus vertueuses, donc via le design systémique, via les sujets de sobriété numérique. Et je fais partie aussi de l'équipe d'organisation de Ethic by Design qui va avoir lieu donc cette année fin septembre, le 24 et 25 septembre à Lille. Alors, designer éthique, pour vous donner aussi un point de vue un peu plus global. Donc, c'est une structure de recherche-action
voilà, qui rassemble en fait une communauté assez variée. Donc des designers professionnels et étudiants, des entrepreneurs. Donc c'est vraiment, on va dire, voilà, un écosystème pluriel où finalement on se pose la question de la conception responsable. Donc on a trois axes d'exploration. Donc un premier où on va organiser donc des séminaires de recherche-action, donc avec des thématiques identifiées. Donc le premier séminaire qu'on a organisé à Paris, à l'antenne parisienne, c'était avec Gauthier Roussel, donc sur la question des low-tech. On a un prochain à venir fin mai qu'on va annoncer bientôt. On a aussi un pôle ou un axe du moins d'expérimentation. Donc l'idée c'est de nourrir en fait théoriquement nos questionnements sur la responsabilité et l'éthique dans le design via les séminaires, mais c'est aussi d'être dans une approche proactive. Et donc en expérimentant, donc soit en créant des outils en Creative Commons, soit en écrivant des mémoires, des articles, on passe aussi à l'action et on promeut à une plus grande échelle ces questionnements au sein de la communauté du design. Et on a aussi voilà cette forte culture d'open voilà de Creative Commons où finalement il y a des designers qui participent à créer des outils qui peuvent être utilisés par d'autres en agence et entreprise pour passer à l'action dans leurs projets au quotidien. Et enfin donc il y a l'axe d'éthique by design, donc c'est vraiment événementiel pour connecter toute cette communauté. Donc l'éthique by design, c'est un événement qui a lieu tous les 2 ans. Et là, ça va être la 3e année où on va répliquer le format donc de 2 journées avec des conférences et des ateliers. On va accueillir plusieurs designers professionnels à se questionner sur le futur de la conception responsable et du numérique. Donc c'est un sujet qui aujourd'hui, avec les événements qu'on vit, qui est assez prépondérant. Et voilà, on est accueilli également donc au sein de la CCI de Lille dans le cadre de Lille, capitale mondiale du design. Donc là, je vous ai mis les différents liens si vous voulez suivre la communauté, donc via Twitter, LinkedIn, mais aussi notre Slack. Où le Slack, voilà, on a aussi une communauté qui est assez active, notamment autour de la veille, où on partage des écrits, des articles sur l'actualité et sur ces sujets d'éthique et responsabilité. Alors, un autre point également, c'est que cet écosystème dont je vous parle, designer éthique, il faut le voir aussi comme un espace et un sorte de petit laboratoire de recherche, où finalement des designers qui sont pas des chercheurs en soi, hein, qui sont pas rattachés à un laboratoire, mais qui sont professionnels, qui travaillent en agence, en entreprise, ou même qui sont étudiants, peuvent venir peuvent venir en fait dans la communauté pour creuser un angle de recherche, une thématique qui leur tient à cœur, évidemment dans le cercle, dans ce cadre de responsabilité. Alors là, je vous montre des personnes qui ont mené des projets de recherche avec nous, donc notamment Lénaïque, qui est designer chez Sismo, qui a investi le champ du design de l'attention et qui a été le premier à proposer un outil en Creative Commons chez Designer Éthique. Il y a Georges qui est donc lead designer en indépendant, qui s'est interrogé aussi dans sa reprise d'études sur les business models durables. Donc comment créer comment sortir de l'économie de l'attention et proposer des business models pour une numérique qui soit plus juste. Léopoldine, donc qui est étudiante en UX au Gobelin Annecy, que j'ai notamment accompagnée pour son mémoire de fin d'études, donc qui, elle, a exploré aussi la question du design de l'attention. Et il y a plein d'autres personnes que je n'ai pas citées, mais voilà, ça vous donne un peu un aperçu aussi de ce qu'on peut y faire. Et cette intention aussi d'investir des champs de recherche, pas forcément en parallèle d'une pratique de terrain en design. Alors, revenons-en à notre sujet, donc le design systémique. Oui. Alors attends, mais Elie, je t'arrête 2 secondes parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à voir en grand ta présentation. Et donc, je pense que c'est juste un problème, c'est pas de ton côté, mais juste je voudrais m'assurer que. Donc, là, en fait, quand vous donc les gens, quand vous regardez la présentation, quand vous vous mettez dessus, quand vous mettez votre souris, il y a des petites flèches comme ça ou comme ça, qui vont l'une vers l'autre ou à l'inverse. Donc, à mon avis, c'est ici que vous devriez cliquer parce qu'en fait, chaque petite
flux vidéo peut être agrandi. Voilà, et sinon, après, vous avez en haut à droite, il y a effectivement des petites flèches pour agrandir ou bon, même sans fermer le chat, normalement, vous pouvez voir en grand la présentation. Voilà, autour du bouton aide. Ouais, moi, j'ai pas la même vision que vous, donc effectivement, sinon, changer de navigateur, effectivement, parce que alors Chrome, ça marche bien. Les autres, si vous êtes sur Firefox, ça marche pas trop normalement. Voilà, donc c'est bon, je pense que je peux pas vous aider plus là-dessus. Bon, désolée. Tu veux qu'on patiente un peu, peut-être, pour voir si c'est correct. Donc, juste pour vous dire aussi, on va vous envoyer les slides aussi. Donc, on va le mettre dans le chat, en fait, à la fin de la session. Ça roule? Okay. Voilà. Donc, pour revenir sur le sujet du design systémique, vous allez voir que c'est assez complet, mais si vous avez quelque chose à retenir de cette introduction de ce webinaire, c'est que nous sommes système, nous vivons au sein de systèmes et tout est interconnecté. Donc ça c'est, on va dire, c'est le sens en fait de cette approche, c'est de vraiment de nous resituer en tant qu'humains aussi au centre de système et de pas être dans une vision anthropocentrée. Donc là, j'ai mis des images qui sont assez représentatives où finalement on se rend compte que dans notre monde, si on adopte le point de vue on regarde le monde comme des systèmes, tout autour de nous est système, de la plus petite cellule au corps humain, au système social, environnemental, politique, économique, jusqu'au système Terre, qui est lui-même compris dans le système solaire. Donc on peut aller très loin comme ça. Mais c'est ça qui est important dans cette approche, c'est de changer de perspective, de vision du monde. Et de comprendre aussi que tous ces systèmes sont reliés et que finalement, s'il y a un impact quelque part, ça a des répercussions ailleurs. Alors, la notion de système est vraiment au cœur de cette approche. Et il y a notamment, il y a plein de penseurs qui ont exploré ce sujet-là, mais il y a notamment Donella Meadow qui a écrit, qui est une écologiste, qui est écrivain, qui a été enseignante et chercheuse en fait sur les questions du système. Et elle a écrit un livre, notamment Thinking in System Primer, que je vous conseille de lire, qui essaye de poser un petit peu les bases de la pensée systémique. Alors elle, comment elle définit un système? Elle le définit comme un ensemble de choses, de genres, de cellules, de molécules, de ce qu'on veut, qui est interconnecté et qui produit des comportements, donc ça, c'est un des premiers points, c'est de voir que tout est connecté et assemblé et relié entre différentes parties. Et quand on s'intéresse à la pensée systémique, on s'intéresse aussi à tout ce qui est connexion et interaction entre les éléments qui composent un système. En effet, on va le voir plus loin en fait. Quand on s'intéresse à ça, il faut comprendre que chaque élément qui constitue un système a interagi entre les deux. Donc ça peut influencer positivement ou négativement les différents éléments. Alors quand on veut s'initier à la pensée systémique, une des premières étapes, c'est tout simplement de venir mapper les systèmes. Tous les penseurs systémiques font cette étape-là, où ils viennent décomposer la réalité en mappant un système. Donc là, je vous donne un exemple d'un outil qui est en ligne que vous pouvez consulter, qui s'appelle Kumu, qui permet de créer des diagrammes en fait, des maps en système. Et là, donc il y a une personne qui proposait de venir mapper l'impact du changement climatique, de la relation entre changement climatique et des conflits dans le monde. Donc vaste sujet, mais c'est juste pour vous montrer un exemple où finalement, quand on veut mapper un système, on va mettre au centre les deux composantes qu'on veut explorer. Et on va venir en fait créer des ponts avec tous les points qui sont reliés. Donc par exemple, ici on voit que le conflit, ça va impacter, ça va créer des tensions au sein des territoires. Ça va avoir des répercussions au niveau économique.
ça va avoir des répercussions au niveau de l'État. Et en fait, ça permet en fait ces visions-là d'avoir une approche globale d'une problématique et de voir sur quel point elles sont reliées. Donc ça, c'est une des premières étapes quand on se lance dans la pensée systémique. Alors, si on est un petit peu plus concret et qu'on veut voilà, explorer cet outil de mapping d'un point de vue de designer, là, je vous ai choisi l'exemple donc de l'équipe donc de design qui travaille au sein du service numérique gouvernemental du Royaume-Uni. Donc, qui ont utilisé justement l'approche systémique pour venir cartographier, mapper le système de justice en place. Donc ça, c'est une des cartographies qui a été faite par l'équipe de design. Et il s'avère qu'en fait, en faisant ce travail de mapping, donc ils ont rencontré toutes les parties prenantes qui constituaient en fait le système de justice à ce moment-là. Ils sont venus mapper les différents services et de voir de mapper aussi les pain points actuels qu'il y avait dans le flow de ces services. Et en fait, ils ont découvert finalement en faisant ce travail de mapping qu'il y avait plein de points qui étaient interconnectés et que la problématique en fait était globale. Si bien qu'en fait au départ ils étaient partis sur l'idée de faire un projet, c'est-à-dire de travailler sur une simplification des données au sein du système de justice. Et ils se sont rendus compte en fait qu'il y avait plein de points de contact où il fallait à la fois travailler sur de nouveaux services à destination des utilisateurs, créer des plateformes pour faciliter le travail des agents du service public. En fait, ils ont vu qu'il y avait toute une concordance de points de friction qui étaient tous en lien et qu'il y avait plusieurs points d'action à mettre en place. Et donc, ça a permis aussi cette approche de venir mapper quand même quelque chose qui est assez colossal en fait à l'échelle d'un gouvernement et d'avoir une vision assez holistique de ce qui se passe à un instant T et de permettre à cette équipe d'avoir un constat à l'instant T de ce qui ne va pas et d'établir une vision long terme et de faire une roadmap finalement en pensant on va d'abord travailler on va d'abord développer ce service pour les utilisateurs dans cette équipe de justice et ainsi de suite. Donc c'est un outil en fait qui a été quand même assez on va dire relevant, important pour les équipes de design. Alors, je vous en partage. Est-ce que tu peux zoomer un petit peu sur oui. La carte? Parce qu'on ne voit pas bien. C'est une demande du public. Ouais. Alors avec, en fait, vu que je suis en plein écran, je peux pas. Ah oui, tu peux pas. Ok. Mais par contre, je pourrais partager l'article source. Ça marche. Qui permettrait de voir en détail le mapping de cette carte. Donc ça, c'est un exemple pour montrer que finalement, l'approche systémique, elle peut s'appliquer à un système gouvernemental, mais ça peut être à l'échelle des territoires, à l'échelle des États. C'est une approche qui est très globale et stratégique. Et un des points aussi sur lequel je voulais insister, c'est que finalement, cette approche, elle nous permet, en tant que designer, d'avoir un point de vue global sur la situation. Il y a notamment Albert Einstein qui disait if I had only 1 hour to save the world, I would spend 55 minutes defining the problem and only 5 minutes finding the solution. Et c'est ce qui se passe en fait quand on se lance dans une approche systémique, c'est qu'on passe beaucoup de temps à mapper le système existant pour comprendre d'où vient la problématique et qu'on passe finalement un minimum de temps à penser à des scénarios d'amélioration, etc. Et cette phase de recherche est très importante en fait dans cette approche. Donc voilà, donc ça permet en fait en tant que designer d'avoir vraiment un point de vue global, de prendre de la hauteur et vraiment d'avoir une compréhension fine et plurielle d'un problème. Alors, également, si on devait résumer qu'est-ce que le design systémique, donc là je vous ai présenté plus voilà, un premier apport de la pensée systémique. Ce qui est intéressant, c'est que quand cette pensée vient rencontrer l'approche du design thinking, on vient mixer deux approches. Une approche qui est plus réflexive, de penser la complexité dans laquelle on s'inscrit, donc la pensée systémique, et une approche d'exploration, d'action faite par le design, où on va pouvoir
avoir une compréhension globale, mais aussi proposer des solutions d'amélioration. Ça permet en fait au designer de conjuguer sa force d'action avec et de création avec une compréhension complexe des problèmes. C'est aussi une pratique qui invite à un nouveau modèle de pensée, de vision et d'action. Donc vraiment, c'est l'idée de changer notre point de vue, notre regard. Dans le premier webinaire, j'avais parlé de passer de l'user-centrique au système-centrique. L'idée, c'est pas de supplanter le design user-centrique, hein, parce que ça a amené énormément d'évolution en fait dans notre manière de concevoir voilà, les objets, les services et autres. Mais c'est juste d'aujourd'hui de changer de ce point de vue qui est très anthropocentré où finalement on met l'humain au centre de tout, avec une approche beaucoup plus globale, systémique, où finalement on se rend compte qu'on fait partie, on est un élément parmi tant d'autres. Et ça a quand même c'est quand même important c'est un point fondamental à considérer quand on s'intéresse à cette pratique. Un des deuxièmes points, c'est aussi que cette approche systémique, ça permet d'avoir une compréhension plus fine de la réalité et non pas via nos propres modèles. Il y a notamment Donella Meadow qui cite dans le livre Thinking in System que finalement chaque fois chaque modèle en fait qu'on projette, c'est un modèle qu'on s'est créé, ce qui est très personnel, qui n'est pas forcément la réalité. Et en fait, quand on se lance justement dans le mapping d'un système, on se rend compte que on peut avoir plein de biais de vision. Et en mappant ces systèmes et en allant à la rencontre, en discutant avec les parties prenantes, etc., ça permet d'avoir une compréhension plus fine et plus vraie de la réalité. Ça nous permet aussi donc d'élargir notre compréhension d'une problématique. Et puis, ça nous permet aussi de compléter en fait notre force d'action en tant que designer pour transformer des modèles à une échelle beaucoup plus importante. Alors, pourquoi aujourd'hui c'est un sujet aussi qui revient beaucoup c'est un sujet qui revient beaucoup dans la communauté du design, mais parce que on est dans l'âge de l'anthropocène, et donc la non-linéarité et la complexité du monde et va être de plus en plus exacerbée. Et donc voilà, il va falloir qu'on pense des produits, des services, des systèmes qui prennent en compte de nouveaux facteurs climatiques, économiques, sociaux qu'on n'a jamais connus avant et qui ont des répercussions importantes. Alors là, je vous ai mis en arrière-plan un diagramme qui est extrait du livre The System View of Life, où en fait la personne a mappé les problèmes du monde en vision interconnectée. Donc bon, vous pourrez regarder en détail. Je voulais pas vous déprimer, mais c'était assez intéressant de voir que ce schéma mettait justement en relation le changement climatique, on va dire la chute économique, l'augmentation du prix de la nourriture, etc. Et que finalement, ça montre bien que quand il y a un domino qui tombe, tout est connecté et tout s'ensuit. Alors, voilà, donc comme je disais, voilà, c'est quelque chose en fait qu'il faut qu'on intègre aussi et le design systémique peut permettre aussi d'appréhender d'une autre manière ces problématiques dans lesquelles on va être confronté. Ce qui est important aussi de se dire, c'est que finalement toutes cet âge de l'anthropocène et tous les facteurs climatiques, environnementaux, économiques et sociaux qu'on va connaître et qu'on connaît, et c'est important en fait aussi de déconstruire les croyances sur lesquelles on a évolué et de revoir en fait nos modèles de pensée et de faire en profondeur et d'aligner en fait tous nos projets en tant que designer avec le système clair. Alors quand je parle de déconstruire nos croyances, ça peut être un peu vaste, c'est par exemple des croyances, des idéologies ou des convictions. Par exemple, là, je vous ai mis l'exemple de Donella Meadow qui, dans un rapport qui est très connu, The Limit to Grow, qui a été publié en 1970, où avec une équipe composée
de son mari et d'autres collègues du MIT, ils ont réalisé, ils avaient averti que finalement la quête de la croissance infinie amènerait à des points de rupture d'un point de vue économique, environnemental, pour les sociétés humaines sur la Terre. Donc voilà. Et donc, par exemple, elle était dans à l'époque, dans les années 70, elle était contre cette croyance que finalement, la croissance infinie allait amener une prospérité au long terme. Et en fait, c'est ça, en fait, je pense aussi que la période qu'on vit aujourd'hui nous amène aussi à nous interroger finalement sur les fondements de notre société et sur les croyances qu'on a héritées et qui nous ont amenés aussi là où on est aujourd'hui, qu'il faut pas tout noircir, mais qui aujourd'hui sont peut-être dépassés, voilà, dans les enjeux dans lesquels on va être confronté. Il y a aussi un penseur assez important dans l'approche systémique, qui est Buckminster Fuller, qui a été un des précurseurs aussi de cette pensée systémique et qui disait, voilà, donc si tu veux t'engager et mettre au profit ton savoir-faire pour changer les systèmes, il faut pas venir finalement combattre la réalité telle qu'elle est, mais inventer des systèmes, ou du moins faire d'elle des systèmes qui rendent les précédents obsolètes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ma vision, c'est que finalement, le design aujourd'hui, on vient combler, améliorer, optimiser les systèmes actuels, existants. Et donc, on est dans une approche, c'est peut-être un petit peu réducteur et fort, mais de rustine. On va mettre une petite rustine ici, une petite rustine là, et puis voilà. Et on va essayer d'améliorer comme on peut le système pour que ça tourne correctement. Et en fait, aujourd'hui, par rapport aux enjeux qu'on a à traiter, aux enjeux qu'on a à traiter, il faut, au contraire, faire émerger de nouveaux systèmes. Et c'est ce que le design systémique propose, en fait. C'est de vraiment être un design au service de la transformation et de la transition. Quand on dit que c'est une approche qui permet la transition et la transformation, là, je vous présente la méthodologie que l'agence Naman a développée et mis en place à travers le design systémique. Donc, où ils ont une première phase où on voit ils sont vraiment dans l'approche pensée systémique, ils vont venir cadrer le système, donc mapper les systèmes dans lesquels ils vont travailler. Donc, prenons l'exemple, ils travaillent pour l'industrie agroalimentaire. Donc voilà, ils sont mandatés par une entreprise, ils vont venir mapper finalement les process de cette entreprise, comment elle gère les clients, comment elle gère les fournisseurs, etc. Après, ils vont être plus dans une approche de rencontre, donc aller sur le terrain, faire des interviews utilisateurs pour vérifier les hypothèses de comment fonctionne ce système. Et puis après, ils ont plus une deuxième phase où ils vont, quand ils auront bien compris l'ensemble et comment finalement cette industrie et cette entreprise fonctionne, ils vont pouvoir repérer les points de friction et travailler avec l'équipe au sein de l'entreprise pour définir un avenir souhaité. Imaginons cette entreprise, elle redéfinit son rôle d'entreprise à mission, elle veut s'engager pour une agriculture responsable. Elle est consciente qu'elle a plein de problématiques au sein de son processus. Et voilà, ils veulent ils veulent s'engager dans un avenir responsable. Et donc, avec l'entreprise, l'équipe Naman va définir des scénarios potentiels de transformation. Donc ça, on peut imaginer que ils peuvent faire appel, par exemple, au design fiction. Ils vont explorer ces scénarios et puis après, ils vont établir une roadmap où, à partir de là, ils vont dire, écoutez, si on s'engage sur ce scénario-là, on va d'abord proposer peut-être l'amélioration de la supply chain. On va instaurer de nouvelles relations clients avec les fournisseurs. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et l'idée, c'est qu'avec plein de petits points d'actions à différents endroits, ils vont pouvoir venir transformer durablement le système de l'entreprise et favoriser la transition. Donc ça, c'est un des
un des aspects de cette approche, c'est que vraiment, ça permet de mapper la complexité, voir les points où on doit agir et favoriser la transition. C'est aussi une pratique qui permet de concevoir en fait des systèmes pour qu'ils soient pensés avec autour de la notion de résilience, d'utilité, de synergie et de la diversité. Notamment, Donné Lamido citait également que pour elle, tout système tel qu'il soit ne doit pas être forcément créé pour la productivité ou juste pour la stabilité, mais doit être aussi pensé pour être résilient. Donc avoir un impact positif dans le territoire dans lequel il s'inscrit. Et ça, c'est quand même je trouve une notion assez forte à avoir aujourd'hui. On parle beaucoup en ce moment de résilience, le monde d'après, comment le penser. Et ça, c'est pour moi une des clés, en fait, penser nos systèmes de manière résiliente, interconnectée et surtout utile à la société. Donc là, je vous ai mis un exemple d'une offre de service qui est faite par l'agence Accept. Donc, c'est une agence de design systémique qui est basée en Hollande. Donc, ça fait un peu plus de 10 ans qu'ils travaillent avec l'approche du design systémique. Et eux, par exemple, c'était intéressant de voir qu'ils ont mis en place une proposition d'accompagnement pour repenser les territoires pour qu'ils soient résilients, et notamment autour des îles. Et donc voilà. Et eux, l'idée, c'est qu'en fait, ils proposent aux collectivités, aux territoires, de penser la résilience à l'échelle d'un territoire, en pensant le développement de l'agriculture, en pensant la vie économique, et de faire en fait de ces territoires on va dire des projets autonomes et durables dans le temps. Alors là, je vous montre deux études de cas qui vous permettent aussi de vous plonger de manière un peu plus concrète dans cette approche. Alors, l'approche systémique, elle peut être à différentes échelles. Elle peut être à l'échelle d'un produit ou service. Donc là, je vous montre le cas de Fairphone. Donc Fairphone, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de proposer un mobile, un téléphone, c'est qu'ils ont une pensée vraiment globale de leur activité et de leur impact. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, pour concevoir les Fairphone, ils vont mettre en place une culture justement de coopération et surtout de respect par rapport aux travailleurs. Donc, ils ont des contrats en Chine avec des partenaires sur du long terme. Ils ont aussi la question environnementale en tête où finalement il y a de gros débats sur justement l'extraction des minerais pour concevoir nos téléphones mobiles. Eux, ils sont aussi dans cette idée que là où ils vont aller chercher les minerais, ils s'engagent à ce que le territoire ne soit pas complètement sacrifié et détérioré. Donc, ils ont vraiment pensé la conception de leurs produits, de leurs téléphones, d'un point de vue systémique et pour aussi contribuer à on va dire, une meilleure version du numérique. Il y a une des phrases qu'il cite notamment qui est assez révélatrice. Because in a world that seems to not care, care is the most radical thing you can do. Donc ça, c'est un de leurs slogans, mais qui résume aussi leur intention de prendre soin de la terre, des gens avec qui ils travaillent, et de proposer un produit qui ait du sens et qui soit durable, pour les utilisateurs. Il y a également le cas, donc là je vous représente un exemple de l'agence Accept, donc basée en Hollande. Alors ils ont travaillé à différentes échelles, donc ils ont travaillé pour l'aménagement de villes, pour l'aménagement de territoires, mais aussi pour des industries, donc notamment pour Ikea, où ils ont travaillé à insérer en fait le principe de durabilité dans leur supply chain. Et donc, ça a donné lieu à plein de projets. Donc, finalement, l'équipe a une phase finalement de diagnostic, vraiment de mapping du système et de voir finalement où des problématiques où les pain points de la supply chain étaient présents et comment on pouvait finalement transformer ces pain points et aller vers plus de durabilité dans la gestion de leurs ressources. Donc, ça a donné lieu à
à des dashboards où ils ont mis en place un système de data qui permet de suivre en temps réel l'évolution de la supply chain et de voir si on respecte les KPI qui se sont fixés en termes de durabilité. Il y a eu aussi le développement d'une plateforme qui permet de sensibiliser aussi les collaborateurs finalement à l'amélioration de ce principe de durabilité en interne. Donc en fait, ils se sont rendus compte que ce projet qui était à la base de travailler sur la supply chain a eu un impact beaucoup plus majeur et a donné lieu à plein de projets qui étaient rattachés tous avec cette intention de transitionner vers une industrie plus durable. Donc, je vous invite également, vous avez le lien dans la présentation, d'aller consulter ce que fait cette agence. Ils ont d'autres projets en ligne. Donc voilà, donc si je devais résumer ce qu'on vient d'explorer, c'est de dire que le design systémique, c'est vraiment une approche qui est stratégique pour la transformation de nos modèles à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'un État, de territoire. Et c'est surtout adapté donc à un niveau stratégique des organisations et ça concerne tous les secteurs. Toutes les industries en fait sont concernées. Ça peut vraiment permettre une transformation profonde de notre société. Le designer aussi, par cette approche, acquiert aussi une vision holistique. Et donc, il a un rôle aussi assez prépondérant dans une organisation quand il applique cette pensée systémique pour repenser les modèles. Il y a notamment le Stanford qui s'intéresse de près à cette approche et qui explique que finalement la future génération de leaders et autres, de designers, devra en fait aussi travailler à transformer des systèmes à grande échelle et d'adresser en même temps, d'avoir une compréhension fine dans lequel ils vont s'inscrire et de créer en fait des systèmes qui soient aussi en accordance avec des challenges environnementaux. Et enfin, cette approche, si elle est couplée à des enjeux socio-environnementaux, ça permet de nous engager dans la conception d'un futur durable et responsable. Donc ça, c'est une lecture personnelle que je fais. Le design systémique n'est pas forcément voué à être bénéfique avec des enjeux socio-environnementaux. Ça, c'est de la volonté de chacun de le mettre en parallèle avec cette pratique. Mais voilà, mais quand on s'interroge justement sur l'éthique du design, enfin l'éthique en tant que designer, c'est de dire, par exemple, si je me spécialise dans cette pratique-là, je peux en faire un outil finalement qui sert le bien commun en prenant en considération des enjeux sociaux et environnementaux. Alors, je viens de vous faire un petit peu la présentation globale des fondamentaux. Évidemment, on creusera par la pratique cette approche le 2 juin, donc avec l'atelier designer éthique et laptop. Donc, il reste actuellement 4 places. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour participer à cet atelier, donc il sera fait en ligne. Je n'ai pas précisé, mais voilà, vu les circonstances, il va être fait en ligne et ça permet aussi à des gens qui sont pas forcément sur Paris de pouvoir participer. Donc voilà, vous avez le lien, sur le site laptop pour vous inscrire. Et également, j'en profite pour vous parler de Ethic by Design. Voilà, pour expliquer, c'est toujours à jour cet événement, donc qui a lieu le 24 et 25 septembre. Donc c'est un événement où justement le sujet, par exemple, du design systémique va être traité, mais plein d'autres sujets aussi. Donc on a cette année 4 thématiques majeures. Donc la première qui concerne l'impact environnemental dans la conception. Une deuxième thématique où on va s'intéresser à la question de la formation et de la posture des designers, donc à l'épreuve de la conception responsable. Une troisième donc, qui concerne l'économie et responsabilité des entreprises. Donc, comment aussi les entreprises peuvent être vecteurs de changements positifs. On parle beaucoup en ce moment d'entreprises à mission. Et enfin, la quatrième thématique qui concerne la politique de l'innovation, c'est en fait comment mettre à profit le design pour servir un projet sociétal qui ait du sens. Et on parlera notamment d'intérêt général, évidemment. Donc voilà. Donc ça, c'est un événement qui va avoir lieu donc sur 2 jours avec des conférences et des ateliers. On n'a pas encore proposé la vente des places, mais ça ne va pas tarder, fin mai, début juin.
on va lancer la billetterie. Mais en attendant, je vous invite, si ça vous intéresse, à vous inscrire à la newsletter. Pauline pourra vous partager d'ailleurs le lien, ou même dans le chat, on va pouvoir vous le partager. Voilà. Ok, alors, je ne vous entends plus. Yes. Alors, je vais vous envoyer le lien. Alors, il y a pas mal de réactions, c'est intéressant. Alors, je vais vous faire un tout petit retour sur les métiers de l'UX, sur comment on peut intégrer toute cette réflexion. Je ne sais pas si vous êtes là. Parce que moi, je vois plus Mélie. Yes. Ok, vous m'entendez, c'est cool. Bon, Mélie, reviens. Alors. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Alors, tout se remet en état, là, je vais, donc le workshop, ouais, c'est sur Eventbrite. Bon, je vais vous envoyer, enfin, le lien sera envoyé automatiquement après le webinaire. Yes. Vous voyez mon écran ou pas, du coup? Jules, quand tu dis oui, c'est oui. Ouais, voilà. Alors, en début de confinement, c'était juste, je crois que c'était la veille, j'avais fait une petite conférence sur les métiers de l'UX. Et donc, justement, je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose à préciser sur comment on intègre cette pensée systémique, qui effectivement, dans le chat, ce n'est pas nouveau. On parlait de Buckminster Fuller. Oula, vous m'entendez ou pas? Voilà, on parlait de Buckminster Fuller, mais effectivement, tout ça est très, très ancien. Il n'y a pas que lui. C'est juste qu'aujourd'hui, en fait, voilà, on travaille vraiment pour la croissance et le développement économique des entreprises. L'UX est arrivé pour s'intéresser un petit peu plus aux usages, aux gens. Voilà, maintenant, on voit que toute cette réflexion, eh bien, elle n'est pas suffisante. Et comme disait Mélie, on doit penser un petit peu plus au-delà, donc l'aspect social, environnemental, politique, donc tout est lié. Et donc évidemment, nous tout seuls, ah, vous voyez toujours pas mon écran, c'est pas grave. Nous tout seuls, nous designers, on n'est pas suffisants. Et c'est pour ça qu'en fait, notre vrai rôle aujourd'hui, c'est de faire discuter les gens entre eux. Alors attendez, je vais essayer de retrouver mon écran. Ah là là. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Bon, bref, c'est pas grave. Si vous voyez, vous m'entendez au moins? C'est ça qui est important. Et Mélie, Depuis là, normalement. je vais essayer de récupérer Mélie aussi. Je crois qu'en fait, elle a dû quitter. Tu me vois ou pas, Pauline? Excusez-moi. Tac, tac. Mélie, je pense que du coup, elle doit être sortie, donc il faut que je la récupère. En fait, mais... alors, c'est trop bizarre. C'est elle. Il y a tout qui bug là. Ah mince, c'est chiant ça. Mélie back. Ah, Mélie est de retour. Tu n'entends pas, c'est bizarre. Il faudrait que j'arrive à finir ma phrase. Bon, je vais finir ma phrase et je vais récupérer Mélie. Elle est revenue. Ok, c'est cool. Voilà, mais c'est pas grave si vous n'avez pas l'écran. Ce que je vais vous l'envoyer ou je sais pas quoi, c'est pas très important. Ça va être les questions qui vont être plus importantes. Parce que ce que je voulais vous montrer en fait, c'est que voilà, dans notre travail au quotidien, en fait, il y a plein de moments. Donc il y a toute la définition effectivement du besoin, la compréhension de la problématique. Et donc déjà à ce niveau-là, au niveau de comment à ce niveau-là, donc on doit interviewer un maximum de personnes. Donc ça va être d'autant plus important.
j'ai un vrai problème. Vous m'entendez toujours ou pas? Donc, du coup, en fait, c'est d'autant plus important d'intégrer le maximum de diversité au niveau de la problématique. Donc, c'est-à-dire inviter le maximum de parties prenantes différentes et qui travaillent pour des gens très différents. Donc, ça, c'est des choses que vous savez de plus en plus. Mais ça va être pas juste répondre à une demande. Donc, déjà, c'est intégrer la diversité plutôt. Donc, développer votre capacité d'écoute et donc faciliter la discussion, la conversation entre les parties prenantes et des experts très différents. Salut Mélie. J'ai peur, parce que j'arrivais pas à récupérer. J'étais connectée et tu m'entendais pas. Bon, c'est pas grave. Ah non, pas du tout. Bon, après, j'arrive pas à présenter mon écran, mais bon, ça s'allume, ça va s'asseoir. Mais je vais rester, du coup, dans là, bon, je pense que tout va mieux. Ouais. Voilà. Ah bah voilà, mais c'est magnifique. N'est-il pas? Voilà, donc c'était en fait ce que j'étais en train d'essayer de vous dire. C'est que voilà, donc en fait, c'est comment on intègre dans notre métier au quotidien donc c'est pas une méthode, hein, le design systémique, c'est presque une philosophie. Hein. C'est une philosophie de conception, c'est-à-dire qu'on ne peut plus travailler juste pour un point de vue. Donc du coup, donc ce que je disais, c'était vraiment commencer donc, à interviewer le maximum de parties prenantes, d'experts. Et si évidemment, comme on n'est jamais expert de notre sujet, et c'est peut-être notre grande qualité, c'est d'aller toujours ouvrir les portes et aller voir ce qu'il y a derrière et demander à ces experts s'il n'y a pas voilà, une complexité à connaître et donc essayer d'avoir le maximum de ramifications possibles dans la problématique au début. Donc ça nécessite quand même des compétences, un savoir-faire voilà, d'empathie, de capacité d'écoute, poser les bonnes questions. Donc ça, d'ailleurs, demain, je fais une petite communication parce que ça va être vraiment le sujet de notre webinaire de demain avec Daniel Stillman, c'est comment créer des conversations qui ont du sens en fait pour vos projets. Et après, une fois que vous avez des problématiques, en fait, vous avez balayé un petit peu tout ça, là, vous pouvez vous pouvez commencer à imaginer, alors là, ça sera plus que des interfaces, etc., parce qu'en fait, là, on touche à des enjeux et on parlait beaucoup d'externalités négatives ou positives, et pour ça, il faut qu'on se projette dans des situations qu'on ne peut pas imaginer comme ça. Enfin, on peut imaginer, mais qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui. Pour tester des comportements, pour tester qu'est-ce que ça changera dans notre vie. Donc là, pour le coup, le design fiction, il y a beaucoup de méthodes qui nous permettent en fait de faciliter ces échanges. Donc la notion de donc le métier de faciliter va être aussi hyper important parce que en fait vous allez faire travailler des gens ensemble. Ça va être votre rôle aujourd'hui le plus important avant de prototyper des interfaces. Et toujours effectivement avoir cette notion, quel est notre rôle. Alors au début il y avait des questions on parle de design éthique, on parle de design systémique, alors c'est des choses très différentes, mais effectivement le rôle du designer ici devrait toujours, ça c'est toute la problématique, être le plus impartial possible. Et du coup, notre rôle, c'est surtout de servir les gens. Aujourd'hui, on voit et pas forcément le client qui nous paye. Donc, c'est les humains. Donc, du coup, le design critique doit intervenir ici aussi et se dire est-ce qu'on rend bien service aux gens qu'on veut aider, est-ce qu'on facilite bien la vie des utilisateurs et du coup, maintenant, il faut intégrer des questions nouvelles. C'est est-ce qu'on facilite bien, est-ce qu'on ne crée pas trop d'externalités négatives, un impact négatif pour la société. Donc, typiquement, si Uber ou Deliveroo, enfin voilà, tous ces sites s'étaient posé ces questions à ce moment-là,
peut-être que voilà, on n'aurait pas ces problèmes sociaux. Et après, il y a tout l'aspect aussi éco-conception. Donc, c'est ce que tu disais. Donc, effectivement, le low-tech, enfin, tout ce qu'on parle de sobriété numérique aujourd'hui, je sais que Christophe Amelot, tu es là, tu nous entends. Donc voilà, ça c'est des vrais sujets aujourd'hui. Donc c'est au niveau de l'interface, au niveau de la technique, au niveau voilà, de la performance. En fait, c'est quel est l'impact aussi de notre conception. Donc vous avez aussi un rôle à jouer ici. Donc ça, c'est des nouvelles compétences à développer. Et ensuite, après, on peut se demander s'il n'y a pas à faire des tests systémiques. Alors c'est le rôle un peu du design fiction, mais ça coûte quand même assez cher de créer des situations de ce type. Donc, comment on pourrait imaginer, alors ça, c'est des propositions que je fais, c'est comment on pourrait imaginer des tests systémiques ou des OKR systémiques, voilà, qu'on ne voit pas juste sur des objectifs business, mais voilà, des objectifs un petit peu un peu plus complets. Voilà, donc du coup, ça, c'est pour vous donner quand même une petite cartographie de voilà, votre impact aujourd'hui dans toute la... Attends. Voilà, dans toute la roue, enfin voilà, dans tout le process de l'UX, de la compréhension à la définition, au test, et voilà, où est-ce qu'on se place. Voilà. Alors, je vais prendre des questions. Est-ce que toi, tu vois les questions? Oui, je vois les questions. Après, il y a aussi, je peux faire rentrer des gens sur scène. Oui, ça peut être. Si ça vous intéresse, s'il y en a qui veulent prendre la parole. Voilà, parce que là, du coup, on a encore un flux vidéo. Alors, dans les questions, est-ce que tu as des questions que tu aimerais auxquelles tu aimerais répondre en priorité? Bon, il y a par rapport au vote, si on fait par rapport au vote. Bon, les lectures que je pourrais donner des lectures par retour de mail, ça peut être, je peux donner quelques liens utiles. Il y a notamment la première lecture que je vous conseille, c'est celle que j'illustre beaucoup dans la présentation, c'est Thinking in System de Donella Meadow, qui va vous donner une approche de la pensée systémique. Il y a aussi The System View of Life, notamment le diagramme que j'ai mis dans la slide Anthropocène. Donc ça, c'est des livres qui sont intéressants. Après, il y a en ligne, il y a la communauté System Innovation, notamment, qui propose des vidéos qui expliquent le design systémique. Ils ont écrit des articles, etc. Donc ça peut vous donner des grilles de lecture sur ce sujet, sur ce sujet-là. Après, alors comment évaluez-vous ce qui est éthique dans un projet? Ça c'est la question. Ben ça, donc bon, l'éthique, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, on parle souvent d'éthique personnelle. Après, aujourd'hui, je pense que la question se pose à une plus large échelle. Hein. On voit notamment, si je donne un exemple, les entreprises qui sont dans l'économie sociale et solidaire, elles définissent pas que des KPI financiers, mais des KPI qui ont un impact sur la société, sur l'environnement, et ce qui permet pour eux de s'engager vers des projets, des projets qui sont durables, responsables et qui sont, on met souvent ce mot, éthique. Donc c'est, enfin à l'échelle par exemple d'un produit ou service, ça peut être ça, c'est de se dire quelle vision, quel pilier on veut incarner au travers de notre produit et qu'est-ce qui est moteur en fait dans la conception de notre produit. Quand je parlais de résilience, ça peut être par exemple un des piliers qui est central dans notre produit et qu'on va prendre en considération quand on va concevoir quelque chose, et qui va nous permettre de nous engager vers une approche responsable de la conception, par exemple. Après, je regarde. Ah oui.
Donc, les UX researchers doivent souvent se battre pour qu'on leur accorde le temps de faire de la recherche utilisateur en amont d'un projet. Les organisations qui décident de recourir au design systémique sont-elles prêtes à investir le temps nécessaire à cette exploration systémique? Je pense que les gens seront prêts, les entreprises seront prêtes à investir du temps s'ils en voient aussi les bénéfices et s'ils s'inscrivent aussi dans, on va dire, un changement de vision, notamment quand on parle des entreprises à mission. C'est quoi la raison d'être de notre entreprise et si on a notre raison d'être, on veut avoir un impact positif sur l'écosystème, sur le système, est-ce que le design systémique peut pas être aussi un outil, un moyen qui permette de s'engager vers ce futur? Donc en fait, c'est de montrer que la plus-value que ça peut avoir en fait en termes de transformation et de vision long terme qui peut convaincre. Après, je me dis, s'il y a peut-être des personnes qui veulent réagir en direct, ça peut être intéressant. En live, ouais. Dites-le moi sur le chat. S'il y a quelqu'un qui veut que je me mette sur scène. Parce que c'est intéressant les échanges de ce type-là. Qui vous avez le trac, hein, vous voyez, c'est pas si facile. Tu sais du boulot d'être sur scène. Ah, Sylvie. Alors, attends, Sylvie, très bien. Invitée sur scène. Attention, Sylvie, tu es prête. Je peux envoyer 4 personnes là. Enfin, 3 personnes en plus. Oui, bonjour. Merci Amélie, tu viens de répondre à ma question. En fait, dans ce que tu dis, je comprends qu'en fait, les entreprises ou les organisations qui vont recourir au design systémique, en fait, elles sont déjà parties d'une étude systémique pour peut-être... Excusez-moi, je viens de me mettre le doigt dans l'œil juste avant, en fait. C'est pour ça que je pleure. Mais oui, donc en fait, elles avaient déjà fait cette exploration systémique peut-être avant de lancer leur organisation, et du coup, c'est peut-être naturel de poursuivre après. Mais si tu es dans une autre organisation où tu te dis que ça pourrait être intéressant, c'est plus compliqué. Oui. Mais je pense qu'après, il y a des degrés de maturité. En fait, je pense que tu as par exemple, dans le premier webinaire, je disais que justement, ce processus, par exemple, que l'agence Naman a mis en place, où vraiment, il déroule tous les aspects de l'approche du design systémique de A à Z, c'est pas donné à tout le monde parce que eux, ils se sont construits comme ça. Donc, c'est plus évident pour eux, ils ont démarré comme ça. Mais par exemple, si on veut, au sein d'une agence ou une entreprise déjà établie, injecter en fait cette approche-là, on peut commencer à plus petite échelle en pensant peut-être des formats de workshop avec les clients et l'équipe et en venant tester en fait cette approche à plus petite échelle déjà dans les processus et puis en fait de faire grandir cette approche au fur et à mesure que l'équipe monte en compétence aussi sur ce champ-là. Ça peut être un moyen en fait de tester et de valider en fait ça en interne. Ok, merci. Alors, Simon, merci Sylvie pour ta question. Alors, attends, comment je t'enlève? Voilà. Alors, Simon, tu veux poser une question? Attends, je vais te mettre. Tu m'as pas répondu, mais tu peux refuser si je t'invite. Non, ça marche pas. Ah là. Alors, et si tu veux regarder les autres questions en attendant que j'arrive à mettre Simon. Bonjour. Oui. Bonjour Mélie. Hello. Ouais, du coup, j'avais une question. En fait, par rapport pour me présenter, du coup, je suis designer dans un centre de recherche
sur les céramiques techniques. Et effectivement, en fait, j'ai pas mal de clients qui viennent me voir en fait sur la question du design pour leur apporter en fait cette expertise. Il y a toujours en fait une question qui est aussi propre aux industriels parce que c'est quand on est en temps, quand on répond à des commanditaires, ils ont aussi, on va dire, une enveloppe. Et cette enveloppe-là, ben, ça répond à plusieurs critères, notamment sur la recherche. Tout simplement prendre du temps, ne serait-ce que pour faire de la recherche, ça coûte de l'argent. Leur apporter effectivement, les sensibiliser sur l'éco-conception, sensibiliser sur toutes ces choses-là, surtout en tout cas pour ma part sur les céramiques qui sont vraiment un matériau qui est bien spécifique. Il y a plein de contraintes sur le coût énergétique, parce que pour cuire une céramique, eh bien, il faut la cuire, donc c'est un coût énergétique. Il y a l'optimisation de process, il y a vraiment toute une chaîne complète à apporter. Et au final, en fait, comment avec cette est-ce qu'il faudrait pas en fait à un moment fédérer tout ça, du moins cette idéologie, et que au final on passe par de la normalisation. Il y a déjà énormément de normes qui en fait qui encadrent ça, mais c'est pas réellement fédéré. Et en fait on sait pas comment l'appliquer et dans quel milieu. Comment en fait on peut apporter en fait le design systémique à nos clients pour les sensibiliser déjà, sachant qu'il y a déjà pour certains industriels le design c'est un peu on va dire comment dire c'est c'est idyllique dans le sens où il faut voilà faire un produit, mais après derrière pour fédérer tout ça c'est compliqué quoi. Et comment on leur dit ben, l'éco-conception déjà les sensibiliser à l'éco-conception c'est une chose, mais après le design systémique comment leur apporter ça. Je sais pas si j'ai été clair parce que ça fait beaucoup de questions, mais Oui, oui, en fait, c'est comment démocratiser cette approche. Ben, c'est vrai que, enfin, ça dépend de l'industrie, mais enfin, par exemple, j'imagine que euh, ça peut être aussi pendant des rendez-vous, voilà, en initiant des projets, organiser aussi des débats avec ces industriels et leur présenter cette approche, peut-être sans vouloir, dans un premier temps, leur vendre ou etc., mais juste, je sais pas, illustrer cette approche avec des études de cas lors d'une conférence pour aussi leur montrer que le design, ça a un autre rôle qui peut être de transformation et qui pourrait potentiellement être utile en fait dans leur industrie. Là, déjà, les sensibiliser à cette question, pas forcément sur un projet, mais plus sur des moments informels de conférences, etc., pour les sensibiliser. Et après, en fait, de tester, pourquoi pas, en fait, tester ça sur un projet pilote avec eux, tu vois, dire, ben voilà, moi, je suis convaincue de cette approche-là, je pense que ça a des vrais bénéfices pour vous. Est-ce qu'on se met en place un projet pilote sur plusieurs mois pour tester cette approche et voir si ça peut être après découplé à une plus grande échelle? Ça peut être un moyen. ok. Parce que là, du moins, il y a le phénomène Covid qui est en plein milieu, donc c'est passé dans le chat. Économiquement, tout le monde est impacté. Du coup, c'est-à-dire que déjà, il y a comment rebondir à l'après-confinement et passer du temps. Si le temps, c'est de l'argent, et c'est pas, c'est malheureusement, c'est pas qu'une citation, mais effectivement, le fait de passer du temps et de proposer ça aussi comme un service, il faut que, en fait, typiquement en fait que le client en fait s'y retrouve là-dedans. Ouais. Donc moi typiquement comme tu sais Mehdi, en plus moi je m'occupe d'un Fab Lab donc je vois beaucoup de startups où ils viennent et on discute, on travaille sur des projets donc le temps est on dirait un peu à contresens de l'industrie, mais le fait de voir les deux, c'est vrai qu'il y a quand même une fracture entre le monde industriel, les startups et cette dynamique-là. Donc, ouais. c'est difficilement abordable avec les industriels, à mon sens. Après, c'est pour ça que le fait de parler de normalisation qui permet de fédérer tout ça, peut-être aussi c'est un point à voir et comment l'intégrer quoi. Parce que qui dit norme dit effectivement répondre à des normes, mais qui dit aussi de l'argent parce qu'une norme ça se paye. Donc il y a tout ça aussi. Je pense qui peut être une thématique aussi du design systémique, c'est comment implanter le design systémique dans une chaîne de création, quoi, dans une démarche de création, quoi, de produits et de conception. Oui, c'est sûr. C'est complètement un point à penser. Ouais. Ouais, merci. C'est un point politique. Quoi. Oui. Ouais, c'est un point politique. Ça remonte que ce soit intégré dans le plan de transition écologique, quoi. Enfin, transition. Ouais, carrément.
Et effectivement, pour que tout ça, ça soit normé, ça va prendre un peu de temps. C'est le gros problème. Mais c'est sûr que Ouais. voilà. Mais comme disait Kevin dans le chat, c'est qu'effectivement, je crois que ce qu'on essaie de faire, c'est peut-être pas trop dire, enfin pas trop dire, rajouter un autre nom. Enfin, on fait pas forcément du design systémique dans le sens où c'est vraiment normalement le design devrait être systémique par essence, mais c'est plutôt comment nous, de notre point de vue, on peut intégrer peu à peu la diversité et la complexité et sensibiliser tes clients à ça et après de les faire travailler ensemble. Mais en ça, vous voyez ce que je veux dire? On ne dit pas, bah, tiens, j'ai un plan de design systémique, tiens, je te présente, on va faire du design systémique. Non, mais après, il y a aussi un peu ce phénomène-là du fait qu'on essaye aussi de catégoriser aussi des designers de façon générale entre designer graphique, designer de com, moi, designer de produits, designer d'objets et tout. Au final, tout le monde vient avec sa carte. Donc, au final, se dire aussi designer UX ou designer systémique. Ouais. Sur un CV, au final, on pourrait limite tout marquer. Si on a, effectivement, tout à l'heure, je disais que c'est du bon sens, en fait, ces démarches-là. Ça reste du bon sens. Après, c'est comment le revaloriser, parce que entre effectivement du design Ikea ou Apple ou autre, effectivement, c'est une démarche qui est un peu paradoxale par rapport à tout ça. Et nous, on arrive entre guillemets à nos cartes de dire oui, ben voilà, je suis designer UX, designer systémique. Au final, on présente une façon de penser. C'est effectivement une plus-value par rapport à du design de masse. Mais voilà, c'est un peu compliqué. C'est comment aussi on traduit ça et comment on l'explique aussi à notre client. Qu'on se comprenne entre nous, c'est une chose. On arrive à se comprendre, tant mieux. Mais après, c'est aussi comment communiquer avec le client. Le client, c'est une chose, mais quand on travaille des industriels, c'est on répond à un client qui est industriel, mais qui va répondre à une clientèle qui est beaucoup plus large. Donc, si on sensibilise l'industriel, on va forcément sensibiliser les consommateurs, indirectement. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais en fait, effectivement, c'est un travail d'éducation, entre guillemets. Et en fait, c'est surtout là ma question, c'est comment on peut... par le biais de workshop, au final, la réponse est là. Hein. C'est par le biais de workshop à différents niveaux, les sensibiliser. Je pense que ça peut être une bonne solution, effectivement. Ouais. Yes. Donc ouais, du coup, ça à suivre, hein, parce que on est dans les problématiques comme l'UX il y a 10 ans, personne ne comprenait. Donc en fait, c'est des choses pas qu'on on va affiner, en fait. On va affiner. Mais c'est sûr, il ne faut pas trop dire ce que c'est, parce que sinon ça fait je vais inviter Léna, qui est perdue dans le chat. Je vais essayer de te retrouver, Léna. Hop. Il y a tellement de monde que ça rame à fond. Alors, En parlant de politique, il y a Valérie. Les designers systémiques ne devraient-ils pas être intégrés dans la politique au plus haut niveau? Mais ça, c'est la question de le design à une plus grande échelle. Je pense qu'en effet, ça serait intéressant. On a encore des étapes à franchir. Il faudrait un ministre du design systémique. C'est ça. Ouais, mais c'est tout la problématique. Hein. Enfin, on est beaucoup pour faire débat, mais c'est que une vision. Parce que c'est vrai que c'était intéressant le questionnement design éthique, design systémique. On ne parle pas la même chose, mais quand même, il y a une éthique derrière. Oui. Le design, comment on intègre tous les points de vue de manière. Sans nous, de notre point de vue, et sans accorder plus d'importance à un point de vue qu'à un autre. C'est plutôt toujours s'assurer que. J'essaie de noter là. S'assurer qu'on avance sur des bonnes. Et le problème, c'est que les entreprises sont toujours sont déjà très politiques. Enfin, il y a toujours des intérêts très divergents. Donc, ça sera toujours notre rôle. Enfin, malheureusement, il n'y a pas de monde idéal. Hein. Je pense que vous avez compris. Et en fait, ce sera toujours notre rôle de remettre les choses
à plat, de faire parler les gens ensemble et d'avancer dans une direction commune, mais il n'y a pas de, on ne pourra jamais donner une solution, enfin, une solution toute faite parce qu'effectivement, il y a trop d'implications de toutes parts entre tous les membres des entreprises, enfin, tous les services, toutes les directions. Il y a trop d'intérêts divergents. Donc, c'est à nous toujours d'aider les gens à évaluer la meilleure solution. Donc, effectivement, pour le business, mais aussi pour tous, intégrer tout ce qu'on ne voit pas. Donc, c'est vraiment l'histoire de l'iceberg. Léna, j'essaie de t'inviter en même temps que j'essaie de finir ma phrase. Et donc, du coup, c'est ça notre complexité. C'est pour ça que je pense qu'il faut... effectivement, c'est plutôt au niveau des tests, peut-être c'est plus au niveau des tests, parce qu'on pourra concevoir énormément de services, mais c'est voilà, quels sont le meilleur impact, enfin voir qu'est-ce que ça génère comme comportement, qu'est-ce que ça génère comme consommation d'énergie, enfin plein de choses comme ça. Et puis plus on saura, on comprendra les impacts, et plus les designers comprendront tous ces impacts-là, on va remonter à la source et on va pouvoir mieux parler à toutes ces parties prenantes. Enfin, bon, je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Parce que je me bats avec le... J'essaie de t'inviter, Léna, et faire une phrase en même temps, et c'est pas facile. Ah là là. Bon, je sais pas, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à t'inviter. Est-ce que tu peux poser ta question dans le chat, Léna? Ah oui, Jean-Yves, bah si, tu vois, je galère. Parce que en fait, j'ai trop d'empathie, tu vois. Là, en fait, ça m'embête de ne pas pouvoir mettre Léa sur scène. Alors, Léna, pardon. Léna, voilà, tu es là, je te... Voilà, normalement, c'est bon. Merci, Simon. Oh là là. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Ça arrive. Enfin, Léna arrive. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Vas-y. Merci pour l'invitation. Oui, mais j'avais une question méthodologique un peu assez concrète. En fait, je me pose. Alors, moi, je suis designer, UX designer. Je travaille quasi exclusivement sur des applications métiers. Et je me pose la question de l'intégration de cette pensée systémique dans les phases de cadrage pour ces applications métiers. Alors, quand je parle d'applications, c'est des applications surtout mobiles et du web, mais très centrées sur l'industrie, le B2B. Et je me pose la question de l'intégration de cette pensée systémique, notamment, j'ai suivi le webinaire la dernière fois, puis ça fait un petit bout de temps que je lis pas mal sur le sujet. Au moment où on pense les externalités du projet, donc où on pense l'intégration de cette application B2B dans différents systèmes, j'ai du mal à voir comment on peut faire penser l'ensemble des parties prenantes sur d'autres systèmes que le système de leur organisation, enfin de leur entreprise, celui des impacts utilisateurs. Donc, on pourrait mettre ça dans la brique sociale. Mais quels sont un peu les autres systèmes qu'on peut faire rentrer en jeu dans le cadre d'une application métier? Parce que tout ce qui est système politique, système économique, j'ai encore du mal à voir comment on peut l'intégrer dans du cadrage B2B. Ah, attends, on a perdu Mélie. Ah. Quand je vais la réinviter. Compliqué aujourd'hui là. Il y a plein de problèmes. J'ai tout à fait la conversation, mais moi, j'étais plus là. Du coup, j'ai rien raté. Alors, oui, je vois l'aspect. Parce que je me demande quand ces projets sont déjà lancés, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour faire soulever ces questions?
Je pense qu'il est jamais trop tard parce que dans tous les cas, c'est toujours notre rôle en tant que, dans la phase de cadrage, design, de sensibiliser sur ces questions. Mais dans quelle mesure on a encore une marge d'action et quelles sont les typologies de questions qu'il faut soulever auprès des parties prenantes en fait. Mais je pense que ça c'est aussi ça dépend aussi le processus et les étapes que tu peux proposer en termes d'accompagnement à ces personnes-là. En fait, c'est de voir en fait, quand tu proposes ton accompagnement, c'est déjà d'intégrer finalement des temps de réflexion sur ces sujets-là, donc via des workshops, peut-être dans un premier temps pour les sensibiliser. Et ça peut être en fait au moment où finalement ils achètent ta méthodologie et ton accompagnement, ça va être un prérequis pour eux. Enfin, je pense que ça peut être mis dans la prévente en fait, pour initier le débat. Oui. Tu vois. Après, c'est toute cette pensée systémique, je vois très bien. Enfin, je comprends bien comment elle peut être mise en application sur des projets produits, sur des services plus larges. Mais pour ce qui est des services numériques et vraiment des applications mobiles ou des sites, et moi, je travaille dans le B2B, mais ça marcherait aussi pour du B2C. Mais je trouve que pour le B2B, du coup, le champ est encore plus réduit. C'est un des sujets que j'essaye de creuser en ce moment, de voir justement quels sont les ponts à faire entre pensée systémique et services numériques assez pointus B2B. Mais moi, je pense que c'est dans la phase de recherche où il peut y avoir une ouverture, notamment dans la phase de cartographie, en fait. Parce qu'on est habitué à faire nos cartographies de scénarios d'usage pour mapper justement, pour comprendre l'utilisation d'un outil actuel, de voir les pain points. Mais peut-être ça pourrait être déjà de proposer, si ça les intéresse, évidemment, d'avoir peut-être un mapping qui est plus systémique et du coup de proposer une vision plus élargie en fait. Et finalement ne pas que se concentrer sur cet outil en particulier, mais de voir comment il interagit aussi avec peut-être les différents outils au sein de l'entreprise et de voir comment finalement ça fonctionne et peut-être que ces problématiques qui sont présentes dans tel service sur tel produit viennent peut-être d'un autre endroit. Enfin, je sais. En fait, ça peut être. Oui. Ça peut peut-être être présenté à ce moment-là, tu vois, où finalement il peut y avoir une cartographie vraiment focus sur le produit et puis une cartographie qui est plus globale et qui permet d'avoir une ouverture en fait. Et je pense que quand je donnais l'exemple de l'équipe au UK de design où ils ont travaillé justement sur le système juridique, à la base ils devaient pas être partis pour créer des projets en tous les sens, mais ils ont fait ce travail de l'ensemble et en fait ils se sont rendus compte que il y avait pas un point d'intervention mais beaucoup plus en fait. Et ça peut être un moyen de les sensibiliser, de leur montrer qu'en fait c'est une approche qui peut être vraiment qui peut amener à d'autres projets et à une prise en compte globale de leurs problématiques au sein de l'organisation. C'est déjà le cas dans les entreprises, enfin pour tous les projets, tout l'aspect service blueprint, quand on fait les premiers ateliers, premières journées. Ça, c'est déjà hyper éclairant pour l'entreprise, déjà de comprendre déjà dans l'entreprise elle-même comment tout fonctionne, quels sont les intérêts de chacun, les problématiques de chacun, les problématiques techniques, enfin tous les process, tous les blocages, etc. On réinjecte déjà les utilisateurs. Voilà, maintenant il faut réinjecter tous les autres aspects qui peuvent être liés, donc l'aspect environnemental, social, éthique, etc. Ouais. Mais c'est ça la complexité, c'est-à-dire qu'effectivement, enfin c'est cool, c'est génial, et ça pour moi c'est notre rôle en fait d'inviter les bons experts. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on peut pas, enfin voilà, une entreprise va pas se dire d'elle-même, tiens, on va aller voir quel est notre impact sur l'environnement, évidemment. Donc c'est vraiment à nous de faire ce travail-là et déjà de donner, d'aider les gens à prendre conscience
voilà, de leur business sur les autres systèmes. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ce travail de cartographie, c'est un peu le moment de vérité. Je pense que beaucoup ont fait déjà ces cartographies, ces services blueprints. C'est un moment de vérité hyper important pour l'entreprise. Et une fois qu'on a vu ce truc ensemble, c'est un peu un contrat pour se dire, bon, ok, on va peut-être respecter cette vision-là parce qu'elle a été partagée, elle a été réalisée ensemble. Et donc, c'est un bon début de conversation, quoi. Et effectivement, je ne sais pas si Mélane est là, mais donc il y a aussi tous les designers d'entreprise, donc tous ces gens travaillent à voilà, comprendre déjà les flux, les flux intérieurs, les flux complexes de l'entreprise qui sont en lien avec plein d'autres systèmes extérieurs. Donc ça, il y a pas mal de littérature aussi là-dessus. Et il m'avait passé un livre qui s'appelle Milky Way, je ne sais pas si je l'ai là. Et donc c'est intéressant, c'est une méthode de cartographie des systèmes intérieurs aux entreprises et qui sont forcément connectés avec les systèmes extérieurs. En fait, c'est comme l'entreprise est un corps, c'est un corps complètement lié à son environnement. Donc voilà, donc notre rôle, c'est vraiment de créer cette conversation-là. Complètement. Il y a aussi, je rebondis, il y a Jules qui explique aussi que finalement cette approche systémique, ça peut être fait au moment où au début de projet, c'est de dézoomer avec le commanditaire pour cartographier le problème à une échelle beaucoup plus large. Bon, évidemment, il faut que le commanditaire il nous connaisse peut-être et qu'il soit aussi familier et qu'il soit confiant en fait dans cette approche, mais ça peut être aussi le bon moment pour lui dire est-ce que finalement l'intervention que vous me proposez, il faudrait pas prendre le temps de voir un petit peu plus globalement les impacts que ça à une plus grande échelle et voir si c'est le bon endroit pour agir. Oui, parce que notamment une grosse partie des projets en B2B, c'est souvent de la numérisation d'un service papier existant. Enfin, c'est très souvent un des cas. Et ben, c'est de se poser la question de est-ce que l'outil qu'on va être en train de développer est vraiment nécessaire et quels sont du coup ses impacts sur l'ensemble des différents systèmes. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas déjà au sein de l'entreprise un outil qui peut lui ressembler et qui pourrait être amélioré plutôt que d'en créer un autre C'est tout ça en fait. Oui, complètement. Ok. Ah, merci. Et donc, pour rappel, l'atelier du 2 juin sera fait à distance d'ailleurs. Hein, je ne sais pas si tu l'as précisé. Donc, ça sera effectivement l'idée d'explorer cet outil de cartographie d'impact. Oui. Donc, si tu veux y participer, ça peut t'aider à réfléchir, voir comment tu peux utiliser tout ça. Je viens de faire la demande à mon manager. Bon, ça me fait plaisir de te voir, Léna. Ça a l'air on te reverra alors. On en fera d'autres. Bon, merci beaucoup, Léna. Merci pour de très bonnes questions. C'est bien qu'on reparle de la cartographie. C'est un outil vraiment qu'on maîtrise et qui est ultra pertinent dans ce cadre-là. Ce sera la première approche. Alors, qui est-ce qui va monter sur scène? Il y a peut-être d'autres questions ou des retours, des commentaires, je sais pas. Yes. Alors, il y a plein de super retours, en tout cas. Enfin, j'ai plein de bonnes réflexions. On a du vrai designer là-dedans. C'est une philosophe. Je regarde aussi dans mes questions. Ah, Camille. Très bien. Je vais essayer de t'intégrer. C'est un petit chat, Mélie, tu veux prendre la parole? De quoi? J'entends un petit chat, non? Alors. Non. Alors, attends. Tiens, Camille, j'ai perdu Camille. C'est bizarre. Est-ce que tu veux poser ta question du coup? Ah oui, parce qu'effectivement, j'arrive pas à t'inviter, Camille. Tu dois avoir un problème de connexion. Donc, si tu veux poser ta question dans le chat. Amélie, oui, la vidéo sera partagée juste là après. Vas-y, Camille, si
tu veux poser ta question? Nous sommes le point nul à télé. Ah oui, qu'est-ce que l'OKR systémique? Ça, c'est vraiment une petite invention, invention juste pour réfléchir un petit peu à... Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand vous travaillez sur un produit, voilà, on va vous demander d'avoir un petit peu des datas, de comprendre un petit peu quel est l'impact. Donc, c'est vraiment tous les termes pour bien vérifier que ce que vous avez fait a un impact sur le modèle, enfin pas sur le modèle, mais sur le chiffre d'affaires, sur les ventes, voilà, sur le nombre d'abonnés, ce genre de choses. Bon, alors là aujourd'hui, si on pense comme ça, on a un problème parce qu'effectivement, c'est pas, enfin, si on veut voir les choses de manière un petit peu plus pérenne, on ne peut pas voir juste le développement du chiffre d'affaires. Donc, ça serait intéressant de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place par rapport au début de la réflexion, une fois que voilà, on a fait toute notre cartographie, eh bien, on va se dire, ben voilà, quelles sont les datas qui doivent être évaluées, qui doivent être au moins contrôlées, suivies Oui. pour s'assurer que notre service c'est une vraie réussite. Parce qu'on ne peut plus parler aujourd'hui, enfin, j'espère qu'on est tous d'accord ce soir, qu'on ne peut plus parler d'un modèle voilà, le chiffre d'affaires se développe. C'est plus vraiment un modèle de réussite. Un modèle de réussite, c'est un modèle qui respecte les hommes, son environnement et plein d'autres choses. Voilà, donc c'est pour ça que ça serait peut-être imaginé. Donc ça, je l'ai juste noté comme ça, mais c'est à poser. Donc je suis toute oui s'il y a déjà des gens qui le font, j'imagine. Oui, moi c'est vrai que j'ai pas de réponse, mais c'est sûr qu'il faut. Enfin, j'ai pas de réponse. J'ai des idées, mais sur ces indicateurs qu'il faudrait mettre en place. Il y a beaucoup d'entreprises. Je pense que s'il y a des gens qui sont intéressés par ça, c'est d'aller regarder dans les entreprises qui sont dans l'économie sociale et solidaire. C'est des gens qui réfléchissent à leur impact sur la société, l'environnement, sur les gens et qui mettent en place. On parle beaucoup aujourd'hui de mesures d'impact et eux, ils mettent en place justement des moyens de mesurer leur activité, mais pas d'un point de vue financier, mais d'un point de vue environnemental, etc. Et je sais par exemple que Ticket for Change, par exemple, ils ont développé une mesure d'impact par rapport à leur activité. Je pense qu'il y a des choses à aller fouiller dans ce secteur-là. Comme même l'exemple d'Emmaüs France, par exemple, où eux, en fait, ils ont un impact majeur sur la réinsertion des personnes dans la société. Donc, tu vois, c'est-à-dire comment ils peuvent aussi montrer leur impact bénéfique sur finalement aider des gens voilà, qui sont en situation de précarité et de remettre avec un travail, un logement, etc. Comment aussi, j'imagine qu'ils pourraient mesurer aussi l'impact qu'ils génèrent en venant proposer du mobilier de seconde main. Finalement, c'est d'être dans une certaine approche vertueuse de la consommation. Donc, il faudrait qu'en fait, on généralise ces approches et cette manière de lire à différentes échelles dans les projets et services numériques. Et pas que d'ailleurs. Yes, tout à fait. Donc, alors, attends, Blandy, je vais chercher la référence du livre Milky Way. Je dois l'avoir juste là. Mais sinon, effectivement, en fait, c'est tout ce qui est lié au design d'entreprise. Mais Milan, suivez Milan parce qu'il travaille beaucoup sur le sujet. On va faire des nouvelles conférences et des formations aussi sur le sujet. J'arrive. Je l'ai. Alors, c'est The Milky Way. Ouais, c'est à l'envers. C'est Cecilia Norden.
Je vais vous le noter. Il y a aussi Emmanuel qui voulait réagir apparemment. Je crois dans les questions. Alors, Emmanuel, oui. Alors, attends, tu veux que je te mette en live? Alors, voilà. Alors, moi, Hello. Vous m'entendez? Emmanuel, excellent. T'as une perruque? Alors, première question, The Milky Way, je n'ai pas compris pourquoi tu le montrais. Alors, si tu peux remettre le livre et expliquer pourquoi tu le montres. Deuxième question, pour Milly. Alors, moi, je veux bien regarder les indicateurs d'études d'impact dans le solidaire. Le seul truc, c'est que je ne suis pas sûre que ces indicateurs vont parler à des gens dans des grands groupes qui pourront en vérifier une vertu pour leur business. Voilà. Donc, voilà, ça me gêne un peu, en fait, comme réponse. Parce que là, on a des problèmes qui ne sont pas dans ces business-là qui sont vertueux, hein, de par leur modèle. Mais du coup, je n'ai pas suivi, Pauline, hein, ce que tu as montré. Ah, bah écoute, hein, il faut suivre. Non, je rigole. Non, je rigole. Bon, enfin, voilà, j'avais juste un problème avec ça. Et c'est tout. D'accord. Après, d'autres problèmes sur d'autres choses, mais tant mieux qu'on parle de systémique, parce que quand même, c'est quand même triste de parler de ça aussi tardivement dans le design, alors que quand même, tout est là. Hein. Je veux dire, si dans les relations et les interactions, on n'a pas tout qui est révélé, sinon on fait de la psychiatrie et pas de la psychologie sociale ou de la sociologie. Oui, non, c'est sûr. Bref, allons-y. Alors, les indicateurs. Alors, les indicateurs. Oui, j'ai envie de dire, c'est sûr que si en face, il y a une entreprise qui n'est pas du tout sensible à ça, ça va être compliqué d'engager la discussion sur mise en place du design systémique. On est d'accord. Enfin, la mise en place du design systémique, ils vont tout de suite dire c'est super, mais alors quand tu rajoutes pour des vertus éthiques, là, je pense que c'est là où tu vas avoir des... Ouais. Parce que réfléchir au service machin qui ne discute pas avec le service bidule, ils ont déjà analysé le problème. Par contre, les solutions qui ont été mises en œuvre ne sont pas toujours géniales, quoi. Bon, bref. Après, voilà. C'est vrai que je pense que je n'ai pas forcément la réponse idéale, tu vois, à donner, mais Non, mais c'est pas grave, c'est juste une question. Ouais. Mais j'avoue, parce que je suis sortie tout à l'heure et j'ai encore l'effet de la lumière. Mais j'ai pas encore travaillé vraiment sur cette. Tu vois, je ne peux pas sortir en voix. Je n'ai pas travaillé sur la question des indicateurs, mais c'est vraiment un sujet qui est très lié, en effet. Après, bon, aujourd'hui, dans les entreprises telles qu'on les connaît, il y a souvent la RSE qui est présente. Mais bon, ça n'a pas été forcément... voilà, c'est comment aussi on redonne aussi un vrai impact, tu vois, à cette question de responsabilité sociétale et environnementale, et comment en fait on peut aussi permettre à tous les métiers au sein de l'entreprise de s'investir dans ces sujets qui sont pas réservés qu'à 3 personnes au sein de l'entreprise en fait. C'est dans tous les métiers il y a. Ouais, voilà. Alors du coup, ça pose la question de l'intérêt du virus dans leur modèle de réflexion sur les situations. Du coup, ça peut peut-être les influencer parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils gagneront plus d'argent en étant vertueux, en faisant bien les choses qu'en pétant le système. Oui. Je pense que je trouve un intérêt. C'est sûr que le coronavirus, ça fait poser des questions complètement. C'est sûr. Voilà. Bah, en fait, comme d'hab, on est un petit peu les idéalistes. Nous, on essaie un petit peu de pousser les choses dans le bon sens, mais bon, faut-il encore savoir dans quel sens on va et quel est le bon sens, parce que on déconfine. On déconfine. Voilà. Mais on a quand même
300 morts en Finlande. Et on a quand même vachement moins de victimes dans le nord de l'Europe. Et que quand tu regardes la carte de Google sur comment a été géré cet événement, l'Europe est quand même... Donc, du coup, ça va les obliger à être un peu plus innovants, là, je pense. En termes de réflexion, on a appliqué le modèle chinois immédiatement sans se poser la question d'adapter un modèle en fonction de la réalité. Enfin, je sais pas, on n'a pas... Ouais. Voilà. Bon, oui, bref. Beaucoup de vidéos, d'interviews intéressantes sur ce sujet en ce moment. Ouais. Bon, écoute, la France est ce qu'elle est. Effectivement, il n'y a pas de réponse idéale, mais bon, tu vois, on va... Bref, des comptes, on comprendra mieux. Merci pour ta question. Alors, écoutez, il est 19h40, donc donc si vous voulez, on peut encore peut-être poser une question, si ça vous intéresse. Salut. Voilà, est-ce qu'il y a peut-être des questions dans le chat? Moi, je pense qu'il faudrait faire une conférence vraiment philosophique sur le sujet, parce que ça traite tellement de sujets de fond de réflexion qu'effectivement, nous, on peut intégrer peu à peu, un tout petit peu, mais on ne pourra pas tout régler, comme d'hab. Hein. Le design a des vertus, mais il n'est pas omnipuissant. Alors, peut-être une autre question. Attendez, je sais. Alors, petite question. Tu vois quelque chose? Comment ça, le fil, ça a du mal à je vais revenir aussi sur les questions passées. Alors, peut-être Alexis, ouais, c'est vrai qu'Alexis Graillon, si tu veux, parce que je sais que tu as un bon point de vue sur le sujet. Je crois qu'on avait parlé d'ailleurs de design systémique quand tu étais venu la dernière fois. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole. Parce que donc, en fait, Alexis est en Martinique. Attendez, j'ai du mal à... Et donc, il a... Attends, ça prend du temps à se charger. Attends, je vais te donner la... Excusez-moi. J'ai perdu ton fil, Alexis. Bon, je ne sais pas si tu veux échanger, parce que je n'arrive pas à retrouver ta question. Ah oui, bah, je sais non. pas. Alors, mais on peut toujours essayer de... Oui, voilà. Échanger. Je pense que c'est toutes les questions à vous poser sont chouettes. C'est juste qu'il faut que j'arrive à te faire rentrer sur ça. Et ça, aujourd'hui, ça semble pas un peu moins facile que d'habitude. Donc, merci Christophe, le troisième ou le premier, Christophe Cluzot, ouais. Ouais, on va continuer la réflexion, hein, c'est sûr. Hein. Maintenant qu'on a une petite team là, il y a du monde. Bon, alors, ouais, là, c'est pas l'UX le problème, c'est la connexion, je pense. Voilà, donc Alexis, bon, j'arrive pas à t'inviter, du coup. Donc, la question, c'est entre éco-conception design et RSE, éco-conception ingénierie. Oui, voilà, c'est est-ce qu'il y a des liens? Donc, Est-ce que Alexis, tu as une question plus précise? Question de nouveau dans le design, éco-conception design. Utilise les mêmes approches, méthodes et outils. Bah, c'est sûr que c'est lié en fait. Hein. L'éco-conception, c'est lié au design systémique. Il y a des points à faire. Par exemple, dans le produit, on parle beaucoup de cradle to cradle. Il y a cette idée de prendre en compte les cycles, d'avoir une vue globale. Donc, évidemment, c'est différentes approches qui sont proposées, mais qui ont
qui ont quand même pour but ultime de proposer des produits ou services qui sont durables, en fait. On parle aussi beaucoup en design du circular design, qui est très proche aussi du design systémique. En fait, c'est un peu l'effet. Il y a plein de mots qui sont utilisés, mais qui ont le même objectif. Après, évidemment, chaque designer, chaque entreprise, agence va développer sa propre méthode, enfin, avoir une méthodologie à peu près commune dans les bases, mais après, il va développer son propre approche. Donc, c'est de voir avec quoi on est le plus familier, en fait. Il y a des gens il y a des designers qui vont être à fond dans le circular design et pas du tout dans cette idée de mapper le système, etc. Et voilà, qui vont proposer d'autres modèles d'intervention. Mais c'est intéressant d'observer que c'est des champs nouveaux et que chacun peut se les approprier et proposer sa vision aussi. Je pense qu'il n'y a pas de vision ultime, en fait. C'est vraiment un concept en soi. Enfin, c'est conceptuel. Hein. Le design systémique, c'est qu'on pense pas que d'un point de vue. C'est simplement ça, c'est de se dire qu'il n'y a plus que, on peut plus parler que d'un point de vue économique, que d'un point de vue, je sais pas, politique, etc. C'est vraiment l'idée d'agréger le maximum de points de vue possibles. Donc, forcément, plus tu invites, même, on le fait déjà beaucoup dans les ateliers de créativité, dans les sprints, du coup, on intègre le maximum de gens. Donc, on faisait une petite part avec les humains, donc intégrer déjà les différents membres de l'entreprise, les utilisateurs. Maintenant, voilà, c'est intégrer des experts qui sortent, enfin, qui ne sont pas forcément directement impactés, mais qui le seront selon la conception qu'on imagine, quoi. Enfin, bref, j'arrive pas à parler français. Voilà, donc tout est lié. Ok, ça, je pense que c'est c'est vraiment c'est vraiment notre conclusion. Alors, je voulais juste vous partager peut-être, parce que là, il est 19h47, on va vous laisser applaudir quand même, parce que c'est le dernier jour. Hein. Enfin, je ne sais pas si on va continuer à applaudir. Oui, moi, j'applaudis toujours, 20h. Et oui, mais après, je veux dire, après le confinement, Ah, oui. parce que bon, il y aura quand même toujours des cas. On verra ça. En tout cas, on espère que vous continuerez à aller bien. Alors, nous, on continue les webinaires, hein, même si on rouvre très bientôt. Donc, demain, c'est un sujet intéressant parce que c'est totalement lié à ce qu'on a vu là aujourd'hui. C'est pas sur le design systémique en soi, mais c'est comment on design les conversations pour justement intégrer le maximum de diversité et de sens, en fait, dans ce qu'on fait. Même si, effectivement, aujourd'hui, on voit que le sens et les directions, il y a beaucoup de directions possibles. Donc, c'est notre rôle, en tant que designer, de faciliter la discussion. Après, donc avec Pierre, je ne sais pas s'il serait là, Pierre, s'il est là, Pierre Jancoviac, donc on va parler de l'art de la négociation, et c'est un énorme sujet, et c'est aussi lié à la conversation, à la facilitation. Voilà. Comment on s'entend, on se comprend, parce qu'en fait, même en tant que designer, même dans le sujet de ce soir, on va devoir négocier beaucoup de choses, hein, parce qu'on va devoir mettre sur la balance des aspects d'un projet qui n'ont rien à voir. Et donc, il faut savoir comment on va négocier toutes ces parties-là. Donc, on parle de négociation commerciale, mais vous verrez aussi que en fait, ça reste toujours de comment on parle de valeurs, d'un autre type de valeurs. Et ensuite, sur un sujet plus concret, là, donc on va refaire une porte ouverte donc, sur le métier de product designer, parce qu'on en a parlé beaucoup lors de la première session sur l'UX, donc pour inviter les product designers qui sont en poste et pour vraiment voir quelle est la différence aujourd'hui avec l'UX et quel est le rôle des product designers. Voilà. Alors ensuite, sachez qu'on a une page pour retrouver tous les webinars, hein, tous les replays, et aussi pour vous inscrire au prochain. Donc là, pour l'instant, il n'y a que celui de Daniel Silman demain qui est live. Donc là, c'est là où vous retrouverez en fait tous les webinars.
Ok, donc c'est une bonne chose à savoir. Et on a notre chaîne YouTube aussi pour retrouver tout ça. Et pendant que je vous ai encore sous la main, et je peux faire encore de l'auto-promo, c'est qu'en fait, là, je vous propose de profiter du système du FNE maintenant qui est pour tous les salariés dont l'entreprise propose du chômage partiel. Donc ça, c'est arrivé aujourd'hui. Donc il y a encore des places la semaine prochaine si vous voulez faire le UX stratégie, créativité. Donc ça, c'est des formations en ligne. Et UX design en pratique aussi qu'on refait. On refait une session parce qu'il y a eu beaucoup de succès. Donc là, c'est vraiment une session alors qui ne pas 5 jours, c'est 9 semaines, mais que vous pouvez gérer complètement avec votre boulot à côté. Donc c'est du mentoring sur un projet concret et surtout sur un projet de transition écologique justement. Et ensuite, en juin, on a 3 jours sur le design system et c'est différent. On parle de design system et de sketch. Donc c'est vraiment là c'est sur vraiment la conception d'interface sur les outils et les composants. Voilà, et puis voilà, après on va reprendre toutes nos formations de facilitation en présentiel dès la semaine prochaine, mais là les prochaines sont actives. Donc voilà, donc revenez nous voir, ça y est, on réouvre le 11 mai. Alors par contre, tout ce qui est coworking, évidemment, c'est sur réservation, parce que là, on ne va pas pouvoir être très très nombreux dans le coworking. Les formations, on continuera toujours les formations online et on recommence les formations offline en petits groupes. Et on continue les webinaires, évidemment. Et si vous avez des sujets qui vous intéressent, j'en ai toujours plein en tête, mais n'hésitez pas, moi, ça m'intéresse beaucoup. De savoir ce que vous cherchez à connaître, à comprendre, quels sont les mystères aujourd'hui pour vous. Alors, je vous ai mis un dernier petit sondage. On a toujours besoin de s'améliorer, de savoir, en tout cas, si ça vous a plu. Donc là, vous recevrez juste à la fin de ce webinaire un petit mail avec les liens. Et là, ce que tu peux faire, Mélie, quand tu veux, en fait, c'est que tu pourras mettre le lien vers ton support dans le chat et vous pouvez retrouver le webinaire avec tout l'environnement, le chat, les questions, etc. Donc, vous pouvez retrouver tous les liens, toutes les discussions, elles sont bien intégrées ici. Donc, voilà. Quoi d'autre? Je pense que... J'ai pas compris, Pauline, tu veux que je mette le lien maintenant ou que je te le partage après pour... Là, il vaut mieux que je mette maintenant parce que je ne vais pas pouvoir renvoyer un mail aux personnes parce que le mail va partir automatiquement. Donc voilà, tu peux le mettre ici. Mais quand tu veux, en fait, les gens pourront retrouver toute l'interface du webinaire avec le lien qui leur sera envoyé juste automatiquement après. Tu veux dire le lien de la présentation? Pardon, d'accord. Oui. Désolée. Alors, je vais partager ça. Ok. Hop. Ah, merci Christo, je vois qu'il y a un problème. Je vais voir ça avec l'ajustement, s'il y a des problèmes de lien d'accès. Ok. Ouais, dites-moi tous vos problèmes, tout ça m'intéresse. Donc, soit vous m'envoyez un mail ou vous le mettez ici. Ça sera avec plaisir pour y répondre et les résoudre surtout. Bon, écoutez, voilà, je crois qu'on on a passé une bonne soirée. Bon, je vous retrouve demain pour le dernier webinaire avant le confinement et puis ça va continuer très vite après la semaine du déconfinement. Voilà. Bon, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore d'avoir été aussi nombreux et puis surtout pour tous vos échanges. Super intéressant qu'on va prendre le temps de regarder à nouveau parce que tout est allé très vite. Et donc, on vous proposera des événements en conscience de tout ça. Merci à vous et merci Mélie pour ta présentation. Merci. Voilà, superbe. Très bon fondamentaux. Allez, bonne soirée. À très vite.
Putain. Allez, putain.